C'est le moment de rapporter la situation à ce qu'elle est réellement. Il s'agit du personnel français qui a été sollicité dans le cadre d'une remise à niveau du personnel militaire tchadien. Une remise, un recyclage en matière d'utilisation du matériel militaire français qui fait partie des stocks de l'armée tchadienne. C'est-à-dire que le président Mahamat a hérité d'un stock d'armement qui ne dépendent pas des achats nouveaux et dont le remplacement n'a pas encore été effectué. Et du moins, ce remplacement, s'il s'avère qu'il soit urgent, nécessite des investissements importants auxquels le Tchad ne peut pas pour l'instant consentir. Donc le président Mahamat, face à ce défi, avait le choix. Soit il procédait au remplacement du matériel, soit il sollicitait les soldats français, ou du moins l'armée française, pour un recyclage de son personnel, surtout qu'il y a eu une grosse opération de nettoyage du personnel militaire au niveau du Tchad. Donc ce nettoyage du personnel militaire au niveau du Tchad a créé un déficit de formateurs qualifiés pour l'utilisation de ce matériel. Dans ce cadre, donc, le président Mahamat se trouvait à prendre une décision qui était difficile. C'était de solliciter que la France lui donnât du personnel pour le recyclage et la formation de ces personnels en matière d'utilisation du matériel militaire français qui de longue date a été acheté au niveau du Tchad. Voilà d'abord la précision. Maintenant, l'autre précision, c'est sur la communication qui a été faite. La communication qui a été produite dans les réseaux sociaux émane des officines du Quai d'Orsay, notamment le média en ligne Africa Intelligence ou encore Tchad One. Il faut noter que les deux propriétaires de Tchad One, tous appartiennent à la DGSE française. Chafadine et son ami sont des agents de la DGSE française qui ont été ils ont été déchus de leur nationalité tchadienne en 2025. Il y a une décision de la justice tchadienne qui les déchoit de la nationalité tchadienne. Donc vous avez deux apatrides qui sont en fait des Français qui communiquent sur un partenariat entre le Tchad et sur une négociation de formation entre le Tchad et la France. Pour Macron, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que ça lui permettait de recommuniquer sur le Tchad et de présenter le Tchad comme étant un pays qui n'est pas dans le giron panafricaniste. Macron sait qu'aujourd'hui, toute coopération avec la France est considérée comme une hérésie pour un pays africain qui est dans la dynamique de libération. Alors, la décision de Kaka de venir solliciter quelques formations en recyclage pour son personnel dans l'utilisation du matériel français qui est en grande quantité dans les bases tchadiennes, la communication qu'il en fait vise essentiellement à déconstruire ou bien à créer une crise au niveau du Tchad. Et qu'est-ce que les deux journalistes apatrides, ces renégats de Tchad One, ont produit? Ils ont dit que le Tchad, c'est leur langage, selon les autorités françaises, le Tchad va bénéficier d'un appui en formation et en renseignement. Il dit selon les autorités officiellement, c'est ce qui est relayé même par le média mainstream. C'est ce qui est relayé par Africa Intelligence, Africa Intelligence, qui est une autre officine de la DGSE. Quand vous dites média mainstream, vous avez Africa Intelligence, Télévision Ambazonia, aka TV5 et Tchad One. Le reste des médias qui vont reprendre l'information reprennent le texte de Tchad One. Vous avez Bénin Web, vous avez Sénéweb, vous avez Cameroun Actu, Cameroun Web, qui sont en fait détenus par le même individu qui lui-même est un agent de la DGSE sur le continent africain. C'est-à-dire que toute cette cohorte-là, c'est le même média. Sénéweb,
Bénin Web, Ivoire, c'est Côte d'Ivoire Web, il y a tous ces, avec les noms des pays là, web francophone. Cameroun Actu, Cameroun Web, c'est détenu par un individu qui a eu comme vision de désormais communiquer en utilisant un label qui permet d'avoir de la crédibilité. Et cet individu est un Français, il travaille pour la DGSE française. Donc, c'est des officines de désinformation. Quand vous regardez, il n'y a que eux qui communiquent dessus ainsi. Et les patrons de cette désinformation, c'est donc le fameux média réseau international. Ce média, quelle est sa particularité? Ce média est détenu par une maison qui s'appelle Indigo. Quand vous allez fouiller dans l'actionnariat d'Indigo, vous trouvez des personnes qui sont affiliées à Jeune Afrique, qui sont affiliées avec des hôtels qui servent d'interface à la DGSE au niveau de Paris. Et donc, ça vous amène à comprendre que c'est une officine qui a été construite pour les opérations de désinformation et de manipulation de l'opinion de la France-Afrique. Quel est donc l'objectif? L'objectif, c'est de créer une perte de confiance dans les autorités tchadiennes, non seulement au niveau international, mais aussi dans l'opinion panafricaniste. Et puis susciter à l'intérieur du Tchad un front anti-français qui, lui, maintenant, s'apparentera à un front anti-Kaka Déby. Voilà l'objectif qui est recherché. Donc, pourquoi la France le fait? Parce que pour la France, le Tchad est un verrou qui lui permet d'actionner plusieurs terrains. Le Tchad permettra de faire pression sur le maréchal Khalifa Haftar au niveau de la Libye. Le Tchad permettra à l'armée française, si M. Kaka Déby n'est plus là, d'apporter un appui militaire à Al-Bourhan dans sa lutte contre les FSR. Il faut noter que les FSR, jusqu'à présent, bénéficient d'un gros soutien des autorités tchadiennes actuelles et dans leur alliance avec le maréchal Haftar, également d'un soutien des forces venant de Libye. Autre élément, ces derniers jours, M. Bozizé et d'autres acteurs de la politique interne centrafricaine ont fait quelques tours au niveau de N'Djamena où ils ont rencontré des personnalités ou bien ils ont rencontré des gens qui sont dans les milieux sécuritaires. Tout porte à croire que pour la France, il faut encore faire du Tchad une base arrière pour déstabiliser le Centrafrique. Et vous n'ignorez pas que M. Chiroma, lorsqu'il était aux abois au niveau du Cameroun, son rêve ultime, lorsqu'il parlait de son armée loyaliste, son rêve ultime, c'était de faire venir des mercenaires du Tchad vers le Cameroun dans le cadre d'une rébellion armée. Donc, la France voit déjà l'effet domino sur le dossier libyen, un retour en force sur le dossier libyen, un retour en force sur le dossier soudanais, un retour en force sur le dossier centrafricain, un retour en force sur le dossier camerounais. Mais bien plus, une projection sur l'AES. Et là, vous devez comprendre ce qui se passe. Cette communication, réseau international, c'est réseau international, c'est comme ça que ça s'appelle, ce média international. Africa Intelligence, voilà. Africa Intelligence a une autre particularité. Africa Intelligence est alimenté par des journaleux d'origine marocaine. Maintenant, vous allez voir, le grand jeu du Maroc, c'est quoi là-dedans? Le Maroc veut régler des comptes avec Kaka Déby parce qu'il s'est rapproché de l'Algérie. Et dans la communication, l'élément pernicieux qui a été glissé, c'est que M. Kaka Déby va accueillir une base de renseignements sur l'AES. Et vous allez voir un certain nombre d'activistes proches de certains responsables au Mali ont relayé à grand joie cette information et ont voulu communiquer dans le sens de présenter le Tchad comme étant un État adversaire de l'AES. Alors que, il y a encore quelques jours, le Tchad était dans des discussions très avancées avec le Niger et que le Niger ne s'est jamais inquiété de la position tchadienne. À l'heure où nous parlons, les Marocains misent dessus parce que le Tchad est devenu un élément clé de la stratégie algérienne dans le rapprochement avec l'AES. Et d'ailleurs,
dans les dernières négociations, les Nigériens, comme les Burkinabés, sont d'accord pour que l'armée tchadienne joue le rôle d'armée tampon dans le nord du Mali. C'est-à-dire que, pour rassurer les Algériens, au lieu d'avoir des Marocains sur le territoire malien, l'on devrait avoir des soldats tchadiens. Ça rassure les Algériens parce que les Algériens disent que oui, les Tchadiens sont fiables, ils peuvent accepter les Tchadiens, mais ils ne peuvent pas accepter les Marocains. Donc les Marocains, voyant qu'il y a une possibilité de négociation entre l'AES et l'Algérie sur le dossier malien, veulent saboter ces rapprochements et donc utilisent le fameux Africa Intelligence. Donc, voilà toute la stratégie qui a été bâtie sur cette communication. Et vous avez donc les traîtres au sein de l'establishment malien qui ont activé leur réseau pour le compte du Maroc, qui ont communiqué à grand renfort sur la traîtrise tchadienne, la pseudo-traîtrise tchadienne, il faut le dire. Donc, pour eux, c'était une belle aubaine pour désormais noircir la médiation tchadienne qui est active dans le cadre du rapprochement entre l'AES et l'Algérie. Position que nous, panafricanistes, nous avons insufflée en demandant à Alger d'avoir une autre démarche sur le dossier malien. Donc voilà les éléments clés qui sont dans cette communication. Maintenant, c'est le moment de revenir donc au niveau du Tchad. Le président Kaka Déby devrait tirer des leçons de cette situation. Parce que ce qui a emporté le président Idriss Déby Itno, le grand président, le grand maréchal, ce grand panafricaniste qui est tombé les armes à la main, nous lui rendons hommage. Assassiné par qui on sait. Celui qui, par Paris a assassiné le président Idriss Déby Itno. Effectivement, Paris réussit à assassiner le président Idriss Déby Itno parce que le président Idriss Déby Itno, à un côté, il pêche à un certain niveau. Malgré la contradiction qu'il y avait entre lui et la France, il n'a pas réussi à s'écarter totalement de la France. Le président Kaka Déby doit tirer totalement les conséquences de cette situation. Au lieu de faire malin avec Paris, il devrait acter le divorce total. Ce matériel militaire pour lequel il a besoin de formation, pourquoi ne pas opter pour un remplacement total de ce matériel? C'est vrai que ça va coûter un peu cher. Mais pourquoi ne pas opter pour un remplacement total? Ce qui est bien, c'est que ces formateurs, aujourd'hui, et c'est ce que les Tchadiens disent, ces formateurs sont très bien contrôlés parce que la base dans laquelle ils vont se retrouver est une base qui est aujourd'hui, oui, qu'ils vont partager avec les instructeurs russes. Ah, d'accord. Oui, de l'autre côté, vous avez les instructeurs russes qui, eux, ont une véritable assise dans la zone et qui se déploient normalement. Ils font des formations à l'armée tchadienne. Et maintenant, vous aurez une partie où, pour la maintenance, pour les formations sur le matériel français qui est là-bas, vous aurez des instructeurs français qui vont venir pour les formations. Donc, le président Kaka était face à un choix cornélien, mais nous pensons qu'il a pris la décision qui lui semblait la plus facile, mais qui est en fait la décision la plus risquée pour le Tchad. Toute coopération avec Paris actuellement est une erreur stratégique pour le Tchad. Donc les autorités tchadiennes, nous les invitons à revoir cette décision de remettre Paris dans la danse au niveau de N'Djamena, après avoir dégagé tous les éléments de la communication que nous avons relevés. Il est nécessaire qu'au niveau de N'Djamena, la décision soit prise de balayer d'un revers toute l'utilisation du matériel français et qu'une philosophie de défense, basée sur des nouveaux partenariats. Il y a les Chinois qui offrent... Les Turcs qui sont bien entendu en place, il y a une coopération assez poussée entre le Tchad et la Turquie. C'est justement parce que N'Djamena et Ankara ne sont pas parvenus à un accord sur la formation et en apport de nouveaux matériels que la question de l'ancien matériel français s'est posée. Donc, pour nous, la Turquie, ce n'est pas très différent des pays occidentaux. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que Ankara a provoqué cette situation justement pour embarrasser N'Djamena? Et que, en fait, ce qui est visé, c'est avoir une armée qui n'est pas capable d'utiliser, c'est-à-dire une armée incompétente dans l'utilisation de son matériel
disponible. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'était ça l'objectif? Donc, il faut se rapprocher de puissances qui sont un tout petit peu plus sincères que la Turquie. Le Tchad doit tirer des conséquences et s'éloigner totalement de Paris. Ankara n'est pas une solution. Déjà, au niveau du Mali, c'est Ankara qui était devenu un moment le chouchou des autorités maliennes. Sur le conseil des traîtres de Bamako. Parce qu'il y a des traîtres à Bamako. Ce seront jamais de le dire. Ces traîtres-là alimentent un ensemble de rumeurs. Notamment cette rumeur qui a été balancée par 2 apatrides. Il n'y a pas eu de sélection. Il n'y a pas eu un travail de fond de la part de ceux-là. Donc, pour N'Djamena, il y a un vrai problème au niveau de l'armement de l'armée tchadienne. Mais ce problème, nous pensons que N'Djamena devrait approfondir la réflexion avec des instructeurs. Pourquoi pas faire venir certains instructeurs du Cameroun, parce que dans l'utilisation de certains matériels français, il y a des militaires camerounais qui ont été très bien formés. Pourquoi pas? Pourquoi N'Djamena ne devrait pas privilégier d'autres pistes que Paris? Eh bien, nous pensons qu'en N'Djamena, il faut une véritable rupture totale avec Paris. Cette tentative de repasser par Paris, ça semblait être une solution viable, mais cette solution ne posera que des problèmes. Voilà déjà des problèmes au niveau de la communication. Ça posera des problèmes d'espionnage, ça posera des problèmes avec les partenaires stratégiques. Ça posera même un problème de confiance avec tous les partenaires de la sous-région. Il faut que le président Kaka Déby sorte de cette lecture minimaliste où certains veulent le calfeutrer. Il faut qu'il regarde le monde multipolaire tel qu'il se dessine et tel qu'il est en train d'émerger actuellement dans le cadre de sécurité en Afrique. Merci à vous. Charlie, on voit que vous êtes un stratège et on a très rapidement vu effectivement l'angle sous lequel a voulu peindre notamment ce vrai faux retour des soldats français sur le territoire tchadien. D'aucuns ont d'ailleurs vite fait de dire que cela entachait véritablement la crédibilité du discours politique que semble clairement défendre le président Mahamat Idriss Déby, nous en termes de souveraineté de son armée, mais également de la vision qu'il souhaiterait impulser sur le territoire tchadien, du moins durant son magistère. Est-ce que là, on comprend clairement que eh bien, les ennemis de cette démarche souverainiste engagée par le président Mahamat Idriss Déby sont clairement là aux abois et veulent absolument créer une forme de grabuge autour véritablement de cette démarche? On en sait beaucoup plus. Il s'agit clairement ou alors simplement d'apporter un appui, on va dire, peut-être technique dans le cadre de la gestion des armes acquises par le Tchad à la République de France, comme cela se fait, en tout cas dans le cadre de toute bonne collaboration ou de toute bonne coopération qui existe. Du moins, à chaque fois qu'on acquiert un matériel technique sophistiqué, il est clair qu'on doit s'appuyer sur les experts qui l'ont conçu pour un accompagnement technique. C'est pour moi? C'est à vous, Charlie. Merci. Oui, déjà, il est important de rappeler, et je profite de l'occasion pour déjà faire un certain nombre de malentendus et d'incompréhensions qui gravitent autour justement du retour de ces Français du côté de N'Djamena. Il y a une volonté manifeste derrière de récupération qui tend à décrédibiliser les panafricanistes, parce que vous verrez que beaucoup aujourd'hui s'appuient sur cette actualité pour rappeler le soutien que nous avons émis à l'endroit justement du président général Mahamat Idriss Déby lors justement de sa prise de pouvoir à la suite du décès de son papa, le maréchal Idriss Déby. Il faut bien faire taire justement ces rumeurs-là, parce que nous avons soutenu le maréchal Idriss Déby, le général, de manière objective, pour des raisons qui aujourd'hui peuvent clairement, je dis bien clairement, se justifier. Au moment où le père décède, il faut dire que le pays fait face à une rébellion qui est en train de prendre de l'ampleur dans le nord du pays, avec les FARC. Et on sait qui était derrière, parce qu'il faut préciser au passage que le chef politico-militaire des FARC est un citoyen français. D'ailleurs, il faut préciser qu'il est membre du Parti socialiste français. Et que dans un tel contexte,
selon la Constitution, celui qui était censé prendre le pouvoir, c'est-à-dire que le président, je crois, de l'Assemblée nationale, s'est désisté. Lui-même, il s'est désisté. Et que l'armée qui était engagée au front contre ces rebelles-là, de manière unanime, a dit clairement se ranger ou du moins soutenir le général Mahamat Idriss Déby. C'est-à-dire qu'il y avait une situation factuelle, il y avait un problème concret dans le pays où il fallait apporter une solution. Mais la réalité qui me paraît encore être la plus importante face à cela, c'est que au niveau même de la sous-région, on s'est rendu compte que ces pairs de la sous-région également ont approuvé de manière implicite un peu cette affirmation de la souveraineté tchadienne qui, de manière unanime, s'est rangée derrière justement le général Mahamat Idriss Déby. Et donc, quand vous prenez cette réalité-là, dans un tel contexte, vous la ramenez justement au fait qu'à l'intérieur du pays, vous aviez des bandits politiques, à l'instar du Succès Masra, dont on connaît aujourd'hui les alliances, les liens avec, que ce soit la DGS ou même encore la CIA, dont on préparait déjà à prendre le pouvoir. Est-ce qu'il aurait fallu, à ce moment précis, quand on regarde justement le jeu politique qui s'est déroulé à cet instant précis à l'intérieur du Tchad, quel était le profil le moins risqué et qui donnait un minimum de garantie à la suivi justement de l'idéal qui avait été porté par le père maréchal Idriss Déby? Eh bien, c'était simplement son fils, le général. Donc, les panafricanistes, en portant le choix sur lui, ont clairement analysé non seulement le jeu politique à l'intérieur du pays, ont analysé justement les rapports de force qui étaient en train de se jouer à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, mais également les convergences au niveau régional, en sorte que ce moment précis, au vu justement des dynamiques régionales qui étaient en cours, ce n'est pas n'importe quel profil qui devait justement arriver à la tête de ce pays. Et on se rend bien compte que par la suite, les événements nous ont donné raison, puisque une fois après être porté à la tête du pays, le premier geste du général Mahamat Idriss Déby a été justement de venir saluer le doyen de la région, à savoir le président Paul Biya, qui d'ailleurs n'a pas manqué d'envoyer son ministre de la Défense, écoutez bien, son ministre de la Défense, remettre au général Mahamat Idriss Déby un pli fermé de sa part. Donc, c'est pour dire qu'ici, on parle de géopolitique, ce n'est pas les émotions. Pour revenir maintenant au sujet qui est mis en débat, et c'est là où je salue la brillante analyse qui a été faite par Jonathan, même s'il existe un certain nombre de paramètres, d'éléments qui ne sont peut-être pas portés à l'attention du grand public, de manière fondamentale, il faut rappeler aux chefs d'État africains que traiter avec la France, de la plus petite des manières que ce soit, est toujours un risque pour le pays, et pas seulement pour le pays, mais également pour la sous-région. Parce que si on s'en tient effectivement au-delà du discours qui est tenu ci et là par un certain nombre de médias propagandistes qui parlent d'un retour en fanfare de la France au Tchad, non, on n'en est pas là. En réalité, effectivement, comme Jonathan le rappelait, il est question d'un retour sur la base justement d'assistance des forces armées tchadiennes à la maintenance, à la formation et à la gestion d'un certain nombre de matériels techniques spécifiques. Et cela se situe à 3 niveaux précisément. Au niveau de l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air tchadienne aujourd'hui a d'énormes difficultés en ce que je peux appeler l'évacuation des soldats qui sont blessés au front. Il y a des difficultés véritablement aujourd'hui dans la spécialisation, dans les techniques justement d'évacuation des soldats qui sont blessés en zone de guerre ou bien qui sont en opération. Il y a également la question liée à la fourniture d'un appui aérien au sol. C'est-à-dire que l'unité au Cameroun, qui est un peu l'équivalent de ça, c'est le Bafuma, le bâton des fusiliers commando. Le Bafusque, autant pour moi, le bâton des fusiliers commando de l'armée de l'air. C'est-à-dire que ce sont des unités qui ont pour mission justement d'assister les troupes au sol par voie aérienne. Et il y a également la question liée à la maintenance des équipements.
Ça, c'est un fait. À côté de ça, il y a la problématique liée au renseignement. Aujourd'hui, selon les informations qui nous parviennent de ce côté, le Tchad aujourd'hui voudrait renforcer un peu son système de reconnaissance par drone. Également, le renseignement au niveau satellitaire et même au niveau des interceptions des communications, dans le cadre justement d'un certain nombre d'opérations qui sont menées sur l'ensemble du pays et même au niveau de la FMM. Et on l'a si bien rappelé ici également, dans ce transfert justement de compétences, dans la formation, dans l'utilisation et bien sûr dans la gestion d'un certain nombre de matériels techniques. Voilà les éléments aujourd'hui qui justifient le retour de cette France-là. Donc, contrairement à ce que les gens ont dit, il y a zéro présence de base militaire française au Tchad. Alors nous réalisons cette émission. Aucune base militaire française n'est sur le territoire tchadien. Il n'y a pas de milliers de soldats français comme cela s'est fait par le passé. Parce que c'est toujours bien de questionner l'histoire si on veut comprendre ce qui se passe actuellement. Parce qu'on se souvient que lorsque le Tchad dénonçait justement les accords léoniens qui liaient la France avec le Tchad, l'accord de défense spécifiquement, qui datait, je crois, des années 1966, quelque chose comme ça, le général Mahamat Idriss Déby a bien rappelé que ces accords pour lui paraissaient obsolètes face justement aux réalités géopolitiques. Ce sont les déclarations du général Mahamat Idriss Déby. Il a parlé d'accords de défense obsolètes. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à ce que le départ justement de la base militaire française du côté du Tchad se fasse de manière rapide, parce que c'est important de préciser cela. C'est-à-dire, il a insisté sur une rapidité justement dans le redéploiement, dans le départ justement de ces forces militaires depuis le territoire tchadien. On parlait de pratiquement un peu plus de 1000 soldats français qui étaient stationnés sur pratiquement un peu plus de 3 bases, qui ont été rétrocédés justement aux forces armées tchadiennes, dont l'une des plus importantes était la base militaire d'Abéché, où, selon les informations justement des services de renseignement centrafricains, se faisait à l'intérieur de cette base, se menait autant pour moi un ensemble de formations des mercenaires, précisément les 3R, dont on connaît aujourd'hui le rôle dans un certain nombre de manœuvres déstabilisatrices du côté de la République centrafricaine, et que ces mercenaires des 3R étaient formés par un certain nombre de mercenaires ukrainiens, c'est-à-dire que la France sous-traitait sa base militaire d'Abéché aux mercenaires ukrainiens qui, eux, à leur tour, formaient des miliciens 3R qui étaient engagés dans des opérations de sabotage, dans des opérations justement de manipulation, dans des opérations de reconnaissance sur le territoire centrafricain. Ne perdons pas de vue que ces opérations ont failli pousser les deux pays à entrer en guerre quand on s'est rendu compte qu'un certain nombre de milices centrafricaines avaient attaqué des positions justement de détachement avancé des postes de frontière de l'armée tchadienne à la frontière avec la République centrafricaine, et que après avoir fait cela, eh ben, elles avaient pu trouver refuge justement, elles avaient pu, après avoir attaqué autant pour moi les postes de détachement des forces armées centrafricaines, des FACA, elles avaient pu trouver refuge du côté du Tchad, au point où il y a eu un impair diplomatique qui a failli amener les deux pays justement à entrer en guerre. N'eût été justement le fait que les panafricanistes sont montés au créneau pour justement appeler à la vigilance et bien sûr appeler les deux présents à la table de négociation pour trouver un compromis dans ce conflit. Donc, c'est une base militaire, ce sont des bases militaires qui, en réalité, sous-traitaient un ensemble d'opérations qui visaient simplement la déstabilisation de la sous-région. Et on a vu le Tchad être catégorique dessus, puisque le général Mahamat Idriss Déby avait donné une date à laquelle il ne voulait plus voir justement la présence de ces soldats sur son territoire. Et donc, aujourd'hui, comment comprendre que même si il est clair que ce n'est plus un retour par milliers, parce qu'il faut préciser que c'est quelques soldats français qui vont être, ou qui sont même déjà déployés sur le territoire tchadien. On parle d'une poignée aujourd'hui d'officiers français qui sont là également dans le cadre des missions précises dont je rappelais tout à l'heure, la formation justement à l'évacuation rapide justement des soldats blessés sur le front. On parle également des soldats qui vont former d'autres dans le cadre de la reconnaissance par drone, l'interception satellitaire et même l'analyse d'informations. On parle également de l'utilisation d'un certain nombre de matériels techniques spécialisés et même leur maintenance. Voilà justement à quoi ces officiers français
qui sont déployés à l'heure où je parle du côté du Tchad vont servir. Et donc, ils n'ont pas de base militaire. Et les lieux, justement, où ces différentes formations vont se faire, comme le rappelait tout à l'heure Jonathan, ce sont des lieux déjà où il y a une très forte présence des forces armées tchadiennes, mais également appuyées par un certain nombre de détachements russes qui sont déjà présents sur le sol tchadien. C'est pour dire qu'il y a effectivement une démarche derrière qui montre que les autorités tchadiennes ne font pas totalement confiance aux autorités françaises et que peut-être il y aurait une nécessité qui s'est imposée sur le théâtre des opérations qui oblige aujourd'hui les autorités tchadiennes à faire appel à cette expertise-là. Mais cela n'enlève en rien justement la crainte qui est la nôtre, comme quoi vous ne pouvez pas, dans le contexte géopolitique actuel, dire aux soldats français, il y a de cela pratiquement 1 an de partie, et aujourd'hui les faire revenir pour une quelconque raison que ce soit. Parce que si on va même sous la logique justement de ce matériel-là, pourquoi ne pas simplement changer cela? Pourquoi ne pas simplement passer à autre chose? Ou pourquoi ne pas simplement élargir le partenariat que vous avez alors où nous parlons d'un certain nombre de puissances à l'échelle internationale? Puisque si on parle du principe que les Russes sont déjà là-bas, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre d'accords tacites qui lient la République tchadienne et la Fédération de Russie. Pourquoi ne pas simplement élargir justement ces accords-là ou les renforcer? Pourquoi ne même pas solliciter l'expertise régionale? Parce que les éléments dont je venais de rappeler tout à l'heure, pour lesquels le Tchad a sollicité l'expertise française, eh bien, le Cameroun a une expertise avérée dans ces domaines. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre, je rappelle au passage, dans le cadre de la diplomatie multivectorielle que je développe dans mon livre, cette expertise camerounaise qui peut être justement partagée au niveau régional. Pourquoi est-ce que le Tchad n'a pas sollicité cela? Et les domaines qui sont cités, précisément dans le cadre de ce retour français, le Cameroun a une expertise avérée dans ce domaine-là. J'ai dit bien une expertise avérée. Alors pourquoi n'avoir pas sollicité simplement l'expertise camerounaise pour éviter justement ce coming back de la France? Parce qu'aujourd'hui, non seulement cela tend à décrédibiliser la démarche du général Mahamat Idriss Déby, cela tend également à décrédibiliser le discours panafricaniste, mais au pire, c'est qu'il n'est pas exclu que dans cette démarche-là également, que le Tchad se mette à dos un certain nombre de mécanismes ou du moins de dynamiques qui visent à déstabiliser le pays, si ce n'est à déstabiliser la région. Puisque quand on vous annonce déjà des rencontres secrètes qui ont lieu au niveau du Tchad avec des personnes qu'il faut le rappeler quand même encore, sont des personnes qui, jusqu'en date, représentent des menaces pour le pays, le cas de François Bozizé. Alors, si aujourd'hui, quand on sait le passif que les Français ont eu à mener dans le cadre des opérations qui étaient faites dans les bases qu'ils disposaient hier encore au Tchad, et qu'aujourd'hui on les demande de revenir pour une quelconque raison que ce soit, sachant très pertinemment qu'ils ont une expertise, il faut le reconnaître, avérée dans les techniques de déstabilisation des États en Afrique, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Du moins, le risque est trop gros par rapport justement à l'effet escompté. C'est-à-dire qu'en médecine, il y a une formule mathématique qui dit lorsque l'effet bénéfique, lorsque l'effet nocif est supérieur à l'effet bénéfique, eh bien, il n'y a pas besoin justement de mettre le médicament sur le marché. À partir de cet instant, pour ramener cela à la réalité tchadienne, est-ce qu'aujourd'hui, quand on analyse les effets nocifs qui peuvent justement découler de ce retour des Français sur le territoire tchadien, quand on analyse les effets nocifs sur les effets bénéfiques, est-ce qu'il y avait matière à les faire revenir? Pourquoi n'avoir pas simplement changé de paradigme, c'est-à-dire revoir justement un certain nombre d'accords, renforcer un certain nombre d'accords qui vont vous permettre justement d'acquérir ce matériel-là ou d'acquérir ces expertises-là sans au préalable demander ou alors faire appel à un retour des Français sur votre sol. Voilà aujourd'hui la problématique qui aujourd'hui nous interpelle sur le fait que, bien que, et j'insiste encore, quand on lit la démarche du général Mahamat Idriss Déby Kaka, il faut être factuel parce que l'on parle de réel politique, ce n'est pas les émotions. Dans le contexte actuel, dans le contexte tchadien, dans le contexte régional, il n'y avait pas d'autre alternative que le général Mahamat Idriss Déby. On ne pouvait pas prendre le pays pour le remettre entre les mains de Succès Masra lorsqu'on connaît justement les liens qui le lient avec un certain nombre de forces et avec même un certain nombre justement de réseaux acquis non seulement à la France-Afrique, mais acquis également au système mondialiste. On ne pouvait pas le faire. Donc, il était le moindre mal pour ce pays. Mais aujourd'hui, il faudrait également que celui-ci sache que dans la démarche qui doit être la sienne, il y a matière justement non seulement à renforcer son pouvoir, mais également à rassurer sur la démarche qui est la sienne, qui s'inscrit justement dans la continuité de ce que son père a laissé. Or, malheureusement, quand vous regardez son départ qui s'est fait du côté de Paris récemment, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est après la rencontre qui a eu lieu à l'Élysée entre Macron et le président Déby, je crois que c'était en janvier 2026, quelques mois plus tard, on nous annonce le retour des Français.
même si vous ne voulez pas voir sous cet angle-là, le citoyen lambda ne va pas avoir la même lecture que vous. Aujourd'hui, il faut dire que, indépendamment de ce qu'on pourrait dire, il y a nécessité à rassurer le peuple tchadien sur la démarche qui est entreprise par le président, parce que quand on voit les défis auxquels sont confrontés le pays aujourd'hui, avec les menaces qui pèsent sur elle, au-delà justement des démarches qu'elle voudrait faire prévaloir, telles que son rapprochement avec l'AES, tel qu'aujourd'hui son engagement au sein de la FMM pour lutter contre Boko Haram, tel que son soutien par exemple au FSR dans le cadre de la barrière dans la lutte contre la montée en puissance justement de l'international terrorisme, qu'il faut le rappeler aujourd'hui. Les FSR jouent un rôle très important quand on connaît les milliers de miliciens aujourd'hui qui sont stationnés au Soudan et qui n'attendent que le feu vert, ou du moins qui n'attendent que les FSR baissent la garde, ou du moins se quittent de leur position pour descendre dans le sud-Afrique, c'est-à-dire que passer par N'Djamena, descendre en Centrafrique et revenir au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est la cible de tout cela. Donc, quand on voit le soutien et les alliances que le Tchad aujourd'hui fait avec ces FSR-là qui servent de rempart dans le cadre de cette internationale terroriste qui vise aujourd'hui la région du Golfe de Guinée, quand on voit également la démarche qui a été la sienne après avoir réouvert la frontière avec la RCA, qui, faut le préciser, pendant 14 ans est restée fermée, il faut dire qu'il y a une véritable dynamique pour laquelle nous, les panafricanistes, on se reconnaît. Mais sauf que quand on voit aujourd'hui ce qui est en train de se faire avec des alliances, avec justement des réseaux au cœur encore du pouvoir tchadien qui justement mettent en avant ou moins qui servent les intérêts français, il faut dire qu'il y a un véritable processus de décolonisation encore qu'il va falloir entreprendre au cœur du pouvoir tchadien afin justement de ne pas permettre que le pays ne replonge dans des vieux démons et que la France redevienne justement, ou le Tchad redevienne cette zone d'influence française au niveau de la sous-région Afrique centrale et dans le cadre de sa progression en Afrique de l'Ouest au niveau de l'AES. Allez, merci à vous, Charlie. Merci pour cette brillante analyse. Bertrand, on vous retrouve. Alors, quand on voit, et quand cette grosse communication faite effectivement par, on va dire, les relais de Paris à N'Djamena, on a évoqué Africa Intelligence, il y a Actu Cameroun qui ont longuement travaillé pour essayer, on va dire clairement, d'apeurer ceux qui voient dans la démarche du maréchal Idriss Déby une forme de la reprise en mode ce renouveau panafricaniste. On se dit clairement, peut-être jusqu'ici, Paris n'a pas encore digéré véritablement la reprise de ce discours panafricaniste par le jeune maréchal Idriss Déby Itno, et que toutes les occasions sont finalement bonnes pour tenter de diluer, mais surtout de peindre à mal les démarches posées par ce dernier. La question, c'est de savoir que faire dans un environnement pareil pour véritablement capitaliser sur une démarche, sur un levier sur lequel on s'appuie pour véritablement définir la trajectoire de votre orientation politique et même géopolitique. C'est ce que le Tchad a fait. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la démonstration importante et la présentation des faits par Jonathan. Et puis Charlie, qui est un spécialiste de ces questions-là, a plus ou moins complété. C'est nous qui nous donnons peut-être un peu de mal. Africa Intelligence, Tchad, voilà. On vous a démontré en fait qui ils sont. Est-ce qu'honnêtement, c'est à notre honneur de commenter leurs commentaires? Moi, je vous ai toujours dit ici que nous devons passer à l'étape supérieure. C'est bien d'être modeste, mais trop de modestie tue la modestie. C'est-à-dire que nous devons accompagner les États, de mon point de vue, aujourd'hui, dans la réflexion de la projection de l'avenir. La place du Tchad dans l'Afrique du demain. La sécurité du Tchad, comment concevoir la sécurité du Tchad? Comment accompagner le Tchad, coopérer avec le Tchad? L'armée du Tchad est une armée solide, mais elle a des insuffisances et des faiblesses. On ne va pas venir décortiquer l'armée ici. Je prends un exemple. La première faiblesse de l'armée tchadienne, c'est qu'il n'y a pas suffisamment, au sein de cette armée, il n'y a pas suffisamment de techniciens. C'est-à-dire que le Tchad, au vu des difficultés que le pays a connues, l'offre d'ingénierie au Tchad est limitée. Donc les enfants du Tchad sont obligés de se projeter.
Et il faudrait plutôt mettre un débat et expliquer que la véritable défense du Tchad, c'est d'y mettre sur pied une armée à l'image de celle du Cameroun, au-delà d'être professionnelle, mais une armée qui met en évidence une certaine forme de technicité. Il faut des génies mécaniciens, des génies électroniciens, des mécanotriciens. À côté de ça, il faut une économie diversifiée, une économie solide. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une économie qui forme, vous avez l'ingénierie de la mécanique, vous avez des entreprises industrielles de génie mécanique. Vous pouvez rapidement, avec le Cameroun, mettre des entreprises de joint venture pour concevoir ce qui a été signé par le ministère de la Défense du Cameroun avec ces entreprises-là, une coopération pour produire déjà les véhicules ravitailleurs et les véhicules de combat. Vous n'allez pas échapper à ça, au ragot de Africa Intelligence. Vous n'échapperez pas à ces ragots. Quand on parle, par exemple, d'une affaire comme celle-là, est-ce que le porte-parole du ministère de la Défense est prononcé? Mais c'est le porte-parole, c'est le CELCOM, le directeur de la communication, celui qui porte la communication de l'armée du Tchad. C'est lui qui nous intéresse. C'est lui qui nous intéresse. Moi, je veux vous dire quelque chose. Jeune Afrique, là, vient de sortir un ragot sur le Cameroun. Vous racontez les histoires de Yaoundé, le fameux déplacement du Cameroun. Vous savez comment il interprète que vous n'êtes plus sûr d'avoir le retour de votre chef de l'État. C'est-à-dire que Jeune Afrique est au cœur. C'est-à-dire, à la limite même, c'est ceux qui rédigent ce torchon qui sont, je peux dire que, dans l'équipe des médecins du chef de l'État. Mais c'est quoi le but ? C'est de créer de la confusion, c'est créer de l'affolement, c'est même créer une forme de révolte interne, une forme de désobéissance, activer et exacerber les batailles de clans. Nous avons vu le président partir en très bonne santé et il y a eu un communiqué public qui a parlé d'un déplacement privé. Depuis 43 ans, le président le fait. Il était Premier ministre. Le président avait déjà des déplacements privés et des vacances. Est-ce que les gens ne savent pas que le président de la République a des vacances? Mais allez lire les dernières dépêches de Jeune Afrique. Les pires ragots de bar au Cameroun, le pire ragot de bar au Cameroun sont repris. Et on vous explique que c'est un journal introduit. Mais quand la France, à un moment donné, à partir de Focard, déstabiliser vos pays à partir de Jeune Afrique. Jeune Afrique s'est fait entre guillemets un nom au sein de l'élite. Aujourd'hui, le journal ne se vend plus. Aujourd'hui, Marwan Benyachir est obligé de faire vivre le journal. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit des ragots. Il vit du ragot, il vit du mensonge. Il vit de l'intrigue. Il vit de la pourriture. C'est un astico journalistique, c'est-à-dire que c'est quoi un astico? C'est quelqu'un qui vit dans un corps intégré, qui rend le corps intégré malade, mais qui lui s'engraisse. Ce n'est pas ce qu'il vous faisait, Jeune Afrique, ce n'est pas ce que Jeune Afrique faisait, c'est-à-dire venez dans vos pays, s'engraisser, c'est-à-dire sur votre déstabilisation, ils annonçaient les coups d'État. C'est exactement ça. Africa Intelligence, Tchad One. Jonathan vous a expliqué qui travaille dans l'actionnariat de cette affaire, qui porte le relais de cette affaire. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que la fête de l'unité du Cameroun, nous avons vu un détachement de l'armée tchadienne, accompagné du chef d'état-major de l'armée du Tchad, du ministre de la Défense de l'armée du Tchad, qui ont été reçus le soir au palais de l'unité et qui ont eu des entretiens avec la hiérarchie administrative militaire du Cameroun, le ministre délégué à la Défense et le haut gradé militaire de l'armée du Cameroun. À partir de là, moi, je suis rassuré quand on connaît relativement le niveau de diversification, de partenariat et même le niveau de diversification de la mise sur pied de la structuration de notre armée et de la coopération avec les différents partenaires. Mais ça n'empêche que, oui, les officiers militaires camerounais continuent à se former en France. Il y a toujours quelques-uns, des officiers à Saint-Cyr, il y a la haute école des officiers supérieurs, il y a même certains sous-officiers qui y vont. Il y a de cela 3 jours. Aussi, nous avons fait un vin d'honneur à des officiers français qui travaillent ici dans le cadre de la coopération militaire. C'était un chef de bataillon et un lieutenant-colonel qui faisait ses adieux après 5 ans de loyaux services au sein des forces de sécurité de l'armée du Cameroun. Parce qu'il faut dire que quand les militaires français, dans le cadre de la coopération, exercent sur le territoire camerounais, ils exercent sous commandement camerounais, sous instruction camerounais et avec les tenues de l'armée du Cameroun. C'est-à-dire, ils n'exercent pas avec les tenues de l'armée française. Donc, c'est des militaires français détachés au sein. C'est une coopération qui est là. Le Tchad
à fermer les bases militaires françaises, mais vous avez des officiers tchadiens qui sont toujours formés en France, exactement comme au Cameroun. La France a même été à la base de la mise sur pied de la formation des troupes d'élite du Cameroun. C'est connu, c'est sûr, le CELCOM a communiqué là-dessus. Mais en quoi la France intervient dans la chaîne de commandement de l'armée du Cameroun? En quoi la France intervient dans l'achat du matériel? En quoi la France intervient dans les ordres qu'on peut donner à des troupes opérationnelles? En quoi la France intervient, où la France intervient dans la nomination des hauts gradés ou bien dans la nomination des sous-officiers, où la France intervient dans la formation et les programmes à l'école militaire interarmée et à l'école de guerre? Nulle part. Mais il reste une coopération entre États qui veut que, au vu des relations historiques que nous avons, même de ce que je peux appeler les métissages de population, pléthore de Camerounais ont des épouses de nationalité française et vice-versa. Donc, cette relation-là est appelée à y rester. Moi, j'ai été en France, j'ai fait mes études en France, j'ai quelque part la France en moi, je suis grand supporter de l'Olympique de Marseille, j'ai été tout petit, j'ai apprécié l'AS Saint-Étienne. Donc on a cette relation qui reste une relation amicale, sachant que même la France change. C'est-à-dire que la France des années 70, la France des années 60, les coups d'État, elle n'a plus les moyens aujourd'hui, la France, de vous mettre un groupe rebelle et de vous changer un pouvoir au sein de la CEMAC. Elle peut faire son tralala au Sénégal, elle peut faire son tralala en Côte d'Ivoire. Sur le plan économique, au Cameroun, c'est 6% de part de marché. Vous vivez au Cameroun, vous faites 3 ans, vous ne rencontrez pas un Français. Quand vous habitez à PK21, PK21, vous partez de PK, de Ndokoti, vous allez à PK21. C'est une zone industrielle. C'est une zone industrielle de la ville de Douala. Il y a tout. L'école supérieure polytechnique y est, l'école qui forme les médecins, ils sont pléthore, structures universitaires, écoles primaires, écoles secondaires, activités commerciales. Là-bas, c'est 100% détenu par les nationaux. Donc, vous pouvez y vivre là-bas. Vous faites relativement 4-5 ans dans la ville de Douala, vous ne rencontrez pas un Français. Donc, quand vous avez 6% de part de marché dans l'économie du Cameroun et vos 6% de part de marché ne sont plus dans des instances stratégiques, et que le Tchad, lui, ne pouvant pas avoir la même stratégie que le Cameroun, la même trajectoire que le Cameroun, parce que l'économie tchadienne n'a pas la robustesse de l'économie du Cameroun. Mais le Tchad a commencé déjà à mettre fin à la coopération militaire, de fermer les bases militaires. Et maintenant, le Tchad est dans la diversification, en quelque sorte des partenariats. Le pipeline du Tchad, le Tchad avait la possibilité de faire monter son pétrole et de le faire distribuer et de le faire vendre à partir d'un pipeline qui va en Algérie. Le Tchad pouvait aller par le Soudan et le faire sortir par le canal de Suède. Le Tchad l'a fait passer par le Cameroun. Je peux vous dire que c'est aussi d'abord un instrument et une décision stratégique. Une décision stratégique, parce que c'est la richesse souveraine du pays. Et je peux vous dire que si vous le faites passer à pratiquement les 3/4 du tracé du pipeline, c'est-à-dire les 3/4 du pipeline sont en territoire camerounais. Je lisais encore les chiffres, ça nous a rapporté 12 milliards au premier trimestre, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler uniquement les droits de transit. Le simple fait que ce pétrole passe dans le souterrain camerounais pour aller sur Kribi. Donc, ils peuvent raconter ce qu'ils peuvent raconter. Il y a beaucoup de sérénité, comme j'ai dit. Il y a cette faiblesse dans l'armée du Tchad. Donc, c'est aussi le rôle du Cameroun d'aider à ça. C'est pour ça que beaucoup d'enfants du Tchad sont dans des écoles d'ingénierie, font de l'ingénierie au Cameroun. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une insuffisance, Charlie l'a dit, l'armée de l'air. L'armée de l'air. Et pourquoi il y a cette insuffisance? C'est lié aux contraintes budgétaires de l'État du Tchad. Le matériel de l'armée de l'air coûte cher. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a 2 C-130, c'est pas évident de ça, parce que quand vous achetez du matériel pour l'armée de l'air, vous y achetez aussi, il faut y mettre un budget pour la maintenance. Et au-delà de ça, il faut avoir, comme je dis, l'ingénierie de maintenance. Si vous n'avez pas l'ingénierie de maintenance, nous, on a réussi à l'avoir. Oui, les Transal qui sont des avions. Un aîné comme Mbadjek avec qui j'étais au lycée, c'est un aîné, il était pilote et on a pu développer une filière qui forme les ingénieurs camerounais, les génies mécaniciens qui ont pu acquérir le savoir-faire pour entretenir le C-130. Mais le Tchad, il ne faut pas oublier que l'histoire de ce pays part de 2 décennies de déstabilisation.
Donc, il y a eu des années blanches au Tchad. Il y a eu des années au Tchad où il n'y avait pas d'école. Où pour aller à l'école, il fallait sortir du pays. Donc, ça peut expliquer aujourd'hui encore. Je peux dire que les faiblesses, effectivement, qui sont en train d'être compensées au sein de l'armée. Il y a une grave crise économique. Le Tchad reprend aujourd'hui la structuration du pays, la diversification des partenariats, un certain nombre de décisions, les contraintes des plans d'ajustement structurel. Les contraintes des plans d'ajustement structurel font que c'est progressivement qu'effectivement le Tchad mettra son armée résolument, c'est-à-dire au niveau, ce qu'on peut appeler le niveau supérieur en matière de défense. Mais il y a un certain nombre d'avantages et de compétences. L'infanterie tchadienne, personne ne peut nier que l'infanterie tchadienne est robuste. Donc vous voyez que toutes les armées ont relativement ça. Paris n'a fait aucune communication là-dessus. Donc honnêtement, de mon point de vue, il n'y a pas à s'inquiéter là parce que le cap est fixé et le jeune président Maréchal, c'est quelqu'un qui communique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui communique. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il a l'énergie de descendre encore sur le terrain. Il ne se passe pas un mois. Qu'allez-vous sur le site de la présidente tchadienne, il ne se passe pas un mois sans que le président ne se déplace. Et moi, j'ai trouvé ça, les gens peuvent parler de communication, mais j'ai trouvé que c'est pas plus mal. C'est-à-dire que les chantiers routiers au Tchad, parce que aussi, ils ont eu à un moment donné, et ça a été aussi la faiblesse à un moment donné de la fin de gestion de l'État par le maréchal président Idriss Déby, c'est qu'il y avait beaucoup de corruption au Tchad. Vous vous souvenez de sa célèbre phrase, que arrêtez pratiquement les larmes aux yeux. Ça a fragilisé la gestion du pays de l'intérieur, ça a fragilisé même, comment je vais dire, que la coordination militaire, ça a corrompu un certain nombre de chefs militaires et ça peut expliquer aussi le fait que le FARC soit arrivé à 300-400 km de la capitale et pu porter ce coup fatal qui a coûté la vie au maréchal président. Donc, la nouvelle hiérarchie au Tchad se déplace, observe les chantiers routiers, donne des instructions, la commande publique, les hôpitaux qui sont construits, il y descend, il fait constamment le tour du pays, le tour de la ville pour voir si les travaux publics sont menés à bon port. Donc, pour tout simplement conclure là-dessus, je dis vraiment, on fait un peu d'honneur à ces individus-là, mais ça nous permet de rassurer les Tchadiens et de dire que oui, une armée robuste se construit. Et puis, il n'y a pas, comment je peux dire, que de construction parfaite d'un outil de défense. Il y a toujours, à un moment donné, il y a toujours des petites faiblesses. C'est pour ça que les armées doivent se remettre à jour. C'est pour ça qu'on doit renouveler le personnel militaire. C'est pour ça qu'il faut des nominations réfléchies d'officiers à la tête d'unités qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut professionnaliser son armée, parce que l'armée, c'est au-delà de le métier des armes, c'est aussi ce que je peux dire que ça intègre aussi le métier de civil avec de la connaissance scientifique, technique, technologique et de l'ingénierie. Donc avoir l'infanterie solide sans avoir des financiers au sein de l'armée, sans avoir de grands juristes, des informaticiens, des géologues, des sociologues et tout ça, ça fragilise aussi votre façon de voir. Donc il n'y a rien à se lamenter là. Nous sommes, comment je vais dire, que très satisfait de ce pays qui se remet. Ça n'a pas été facile. Il faut même avoir suivi le processus qui a mené à l'élection présidentielle pour voir que le Tchad, ça n'a pas été facile. Les négociations ont commencé à Doha. On a dû négocier avec les politico-militaires. Il y a eu la conférence nationale, il y a eu le camp, il y a eu les élections. Ça n'a pas été facile, ce processus qui amène un peu à la stabilité du pays. Mais le pays devrait aussi en prendre des mesures structurelles pour davantage structurer son économie, aller aussi à la transformation sur place. Je vous donne un exemple. Le Tchad, c'est le premier cheptel pratiquement africain. C'est 30 à 35 millions de têtes de bétail et de ovins. Donc ça peut produire du cuir, ça peut produire de la viande, ça peut produire un certain nombre de produits à partir de cet élevage, de la viande, pléthore type de viande. Ça peut produire des jambons, ça peut produire des saucissons, ça peut produire. Donc, il faut industrialiser la filière viande. Et ça peut produire du lait, parce qu'à partir du moment qu'il dit tête de bétail, dit du lait, et puis vous avez pléthore de produits
agroalimentaires et pléthore de produits agroalimentaires qui peuvent partir du lait. Donc, il faut effectivement qu'au-delà de ça, qu'on puisse industrialiser ces filières et nous avons pléthore, offre d'ingénierie, production animale, production végétale, production alimentaire, on a pléthore. Parce que si le président Biya n'a peut-être pas construit de bonnes routes, il nous a éduqués, c'est-à-dire il a amené l'ingénierie même dans les villages. C'est-à-dire le Cameroun, c'est une véritable puissance à produire des cerveaux et à produire l'ingénierie. Et là, le Tchad peut y donner quelques bourses, s'appuyer sur le Cameroun, qui va permettre à ces jeunes, à partir d'un soutien et des facilités économiques de l'État du Tchad, encourager les enfants du Tchad à industrialiser cette filière. Merci. Le Maroc est parti de la pisciculture pour avoir une économie pratiquement la première économie structurée du Maghreb. Le Maroc, à partir de la pisciculture sur un poisson qu'on appelle la sardine. Merci infiniment à vous, Jonathan, pour être totalement complet autour de cette actualité. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait véritablement un avenir politique aujourd'hui entre Paris et N'Djamena? Je rappelle que les accords de défense ont été purement et simplement dénoncés par le maréchal, et donc forcément un retour officiel de l'armée française obligerait qu'il y ait un nouvel accord pour justifier une présence prolongée des soldats français sur le territoire de tchadien. Ce n'est pas le cas, mais la question que je voudrais poser, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un avenir politique entre les deux en bonne et due forme, d'autant plus que ces dernières années, on a vu comme une véritable posture de défiance de la part de Paris. On a vu Paris véritablement s'illustrer dans une dynamique je vais pas parler de colportage, mais c'est tout comme lorsqu'on a annoncé, je crois que c'était en juin 2024, des accusations visant le président de la République et plusieurs de ses membres de la famille par la justice française sur des cas notamment d'enrichissement illicite et bien d'autres activités. On a vu, je crois que c'était en mars 2000, je vais retrouver peut-être la date, oui, en octobre 2025, Paris accueillir sur son territoire des groupes rebelles, des politico-militaires qui peut-être véritablement va certainement utiliser à sa solde. On a vu Paris manœuvrer dans le cadre du dossier Succès Masra. Il faut rappeler que la pléthore des avocats acquis à sa cause était totalement français. Et ces derniers ont à un moment donné manœuvré pour que Succès Masra, j'y arrive, soit ait une évacuation sanitaire prétestant qu'il était assez malade pour Paris. On sait bien tout ce qui se tramait derrière. Le dernier cas peut-être figure que je vais convoquer, le cas de Yaya Dillo, qui lui également a été au cœur d'une véritable bataille politico-judiciaire et même judiciaire, puisque Paris s'était montré d'ailleurs assez craquant à l'idée de vouloir imposer à N'Djamena une forme de comment je vais appeler ça, une forme de contre-expertise, d'une expertise internationale dans le cadre notamment des enquêtes internationales pour tenter de faire la lumière autour de la disparition de Yaya Dillo. Est-ce que quand on a convoqué ces éléments, bien d'autres qui pourraient également rentrer dans le cadre de cette, on va dire, guerre nocive et même agressive de Paris, communication nocive et agressive de Paris contre N'Djamena, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un avenir politique assez apaisé aujourd'hui entre les deux pays? Non, les deux pays pour l'instant ne sont pas encore prêts d'avoir cet avenir politique apaisé. Pourquoi? Parce que Paris est en plein déclin. Vous ne pouvez pas, dans le cadre de la coopération internationale, vous ne pouvez pas être un pays qui est en train d'émerger et vous faites copain avec un pays qui est une puissance déclinante. Les puissances déclinantes veulent se maintenir à leur niveau de puissance. Et donc, elles cherchent des nouveaux territoires de prédation ou des territoires et des anciens territoires où se développent certaines faiblesses qui vont leur permettre de se regreffer pour avoir leur prédation habituelle. Et le Tchad fait partie des pays pour lesquels la France a un regard comme étant sa possession naturelle. Donc, pour les Français, ça reste cette génération-ci. Je peux comprendre qu'autour du président Kaka, vous savez, c'est ça le grand problème qu'il y aura en Afrique. Et Bertrand l'a dit d'une certaine manière. Tellement les Africains ont eu un rapport, surtout les Africains francophones, à la France, qui est devenu comme un rapport intime, que pour certains dirigeants africains, se couper de la France pendant 10 ans, c'est une grande torture. Certains dirigeants n'arrivent pas à le faire.
Ils le font quand ils sont dans des situations d'attrition. Quand nous montons ici au créneau et qu'ils sont en situation d'attrition, comme vous avez dit, par exemple, question des biens mal acquis. Le président Kaka, quand il est dans cette situation, là, quand il regarde le président Banakani, il regarde le grand frère Bertrand, il regarde le vice-président Bertrand Datinda, il regarde mon frère Charlie, il regarde Jonathan Watengene. Quand on dit non, Paris, bien mal acquis, c'est un chantage géopolitique, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est parce qu'il y a le procès. Parce que sa personne est visée par ce procès et que son pouvoir est menacé immédiatement. Quand ça se calme, les présidents africains sont très vite amnésiques. Je ne sais pas, peut-être que c'est un tempérament très africain. Nous avons je ne sais pas, Bertrand, peut-être toi tu connais ces choses. Moi, tu es mon aîné, si tu dis que c'est comme ça. Parce que l'Africain, c'est l'un des rares êtres sur la terre qui oublie très vite celui qui lui a fait du mal. Il pardonne très vite. L'Africain n'a pas eu besoin d'attendre le discours de Jésus-Christ ou de Mohamed. L'Africain a une propension à passer très vite sur un problème. L'Africain surtout qui a grandi sur le continent. Il a cette propension. Dès que le problème est calmé, après quelques temps, il dit, bon, passons dessus, ça va, allons-y. Les Français, c'est vrai, mais on ne peut pas. Or, cette posture en géopolitique, elle est d'un certain point de vue naïve. C'est une posture naïve. Le Tchad ne peut pas encore normaliser sa relation avec la France. Ceux qui en N'Djamena à réfléchir du genre, oui, on a chassé la base militaire, maintenant il est temps de renouveler. Ils commettent une erreur. À Paris, les plans géopolitiques de Paris ne sont pas bâtis sur 2 ans. Que fait Paris actuellement? Je prends un cas. Que fait Paris actuellement? Paris est entré dans la diplomatie de l'intimité. Infiltrer l'Afrique. C'est pour ça que Macron veut faire corps. Le patron de la junte française, le chef de la junte française fait corps actuellement avec les marchés financiers. Parce qu'il espère que la France va dégoter une position d'intermédiaire financier avec les pays africains et va pouvoir avoir son mot à dire à la table parce qu'à un moment, elle aura beaucoup de clients. Vous savez que les intermédiaires financiers deviennent souvent des milliardaires. C'est pas ça, Bertrand. L'intermédiaire financier, plus il a une densité de clients, plus ses commissions pèsent et plus il devient un acteur décisif dans le processus de financement et même dans le processus de prise de décision. À un moment même, il est même capable de dire à celui qui prend les décisions, tu sais, si tu me fais chanter, je quitte avec mes clients, je vais ailleurs. C'est le rôle que Paris veut jouer. Bon, au niveau de N'Djamena, malheureusement, et au niveau de beaucoup de présences en Afrique, il y a une lecture qui s'arrête à l'horizon temporel des problèmes immédiats du pays, surtout géopolitiques. Vous allez voir, quand même les pays de l'AES, ils vont sortir du terrorisme, certains pays auront la naïveté et dire, allons-y vite, normalisons. Il n'y aura pas une lecture qui anticipe sur 10 ans, sur 20 ans. Pose un horizon clair, dit voilà les étapes qu'on veut atteindre. C'est une diplomatie encore qui est pour l'essentiel réactionnaire. Elle réagit au coup. Quand je dis coup, c'est les coups, comme les coups de poing. Au coup donné par des puissances à certains moments à leurs actions politiques internes. Dès que l'action est résorbée, elles veulent se comporter comme si la menace n'a jamais existé, comme si la menace est désormais à minimiser. En ignorant une chose, les autres axent leur stratégie sur le temps. Les États-Unis, par exemple, avec le Vietnam, je lisais un ouvrage dernièrement, les États-Unis, avec le Vietnam, ont bâti leur stratégie sur le moyen et le long terme. Quand ils se sont rendus compte qu'au niveau du court terme, la guerre militaire allait être perdue. Ils ont misé à moyen terme sur un Vietnam qui allait devenir une puissance économique et à long terme, une puissance économique qui allait se méfier de la Chine. Est-ce que le Vietnam se méfie de la Chine aujourd'hui? Oui. Le Vietnam a-t-il opéré des rapprochements avec les États-Unis? Oui. Le Vietnam est-il aujourd'hui un allié objectif des États-Unis dans la démarche anti-chinoise des États-Unis? Oui.
Les États-Unis ont-ils perdu la guerre au Vietnam? À court terme, on durera 8, mais à long terme, les États-Unis ont réussi à repositionner le Vietnam dans un axe qui les arrange. Les autres bâtissent la stratégie sur le moyen, le long terme. Tandis que nous... On dira qu'en géopolitique, il n'y a pas d'ami éternel, il n'y a non plus d'ennemi éternel. Ça dépend peut-être du rapport de force, mais aussi peut-être de l'orientation que l'on se donne en termes peut-être de projection économique. Vous savez pourquoi j'ai un sourire? Parce que vous m'avez rappelé beaucoup de choses. C'est parfois lorsque vous sortez des salles d'examen, parce que nous avons les examens ces derniers temps, vous sortez des salles d'examen. Vous avez celui qui sort de la salle, il a vu peut-être la réponse dans la copie de Bertrand. Bertrand a mis moins 2x à la fin. Moins 2x plus A. Il se dit, comme Bertrand a mis moins 2x plus A, Bertrand est brave, c'est moins 2x plus A. Et lui également, il met moins 2x plus A. Et ce qu'il ignore, c'est que le correcteur va regarder à la fois la réponse finale et la démarche qui aboutit à la réponse finale. Absolument. Où est-ce qu'on remarque généralement qu'il y a incohérence dans la démarche? Tout à fait. Ce que vous venez de dire, beaucoup d'Africains ont la faiblesse de le dire. Il n'existe pas d'ennemi éternel, il n'existe pas d'amis éternel, oui. Mais dans quelles conditions et dans quelle démarche? Quand vous avez une véritable démarche géopolitique, vous savez exactement pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'ennemi éternel, pourquoi il n'y a pas d'amis éternel. Regardez la démarche de la Chine. La Chine est dans une adversité avec les États-Unis. Mais est-ce que vous savez que la Chine a des domaines où la Chine a accepté de sanctionner la Russie? Oui, il y a des domaines. La Chine détient des avoirs de l'Iran. Voilà. Il y a des avoirs d'Iran De l'Iran qui sont bloqués en Chine, qui sont gelés en Chine. Et pourtant, les Chinois sont les meilleurs alliés des Iraniens. La démarche géopolitique est actionnée dans des cadres stratégiques sérieux. Ou quand on dit qu'il n'existe pas d'amis éternels, d'ennemis éternels, il y a une analyse de fond. Ce n'est pas une analyse de oui, bon, maintenant, actuellement par exemple, le Tchad dans cette démarche, au nom de cet argument, veut former, par exemple, ils ont beaucoup de blindés. Qui ont été les blindés légers et les blindés lourds. Tchadiens sont pour la plupart des blindés que la France leur a vendus. Et vous savez que l'un des problèmes de l'armée de terre tchadienne, c'est la projection des blindés. L'arme blindée tchadienne est très faible. Très faible. D'ailleurs, ils ont voulu, quand ils ont mené l'attaque sur la forêt de Sambisa avec l'armée camerounaise, ils ont voulu recruter certains éléments de l'armée camerounaise. Parce qu'ils se sont rendus compte que les éléments du BBR avaient une très bonne formation en matière d'utilisation des blindés. Donc, dans ce domaine, par exemple, vous voyez que rien que le petit nettoyage que le président Déby a fait, il a enlevé pratiquement toutes les compétences qui pouvaient assurer la régénérescence des effectifs. Maintenant, il est déjà en train de demander un appui. Ça veut dire que la politique de nettoyage qui a eu lieu, est-ce qu'elle avait été pensée? Est-ce qu'il y a eu une réflexion stratégique avant qu'elle ne soit mise en œuvre? Vous voyez un peu? Ouais. Donc, avant de dire qu'il n'existe pas d'amis éternels, d'ennemis éternels, il y a toute une démarche stratégique. Le président Déby, c'est le moment pour lui d'asseoir un certain nombre de stratèges et de travailler avec eux pour revenir à un certain nombre d'éléments et se dire, oui, certes, il n'existe pas d'ennemis éternels ni d'amis éternels, mais il y a une période pendant laquelle même un ami, on refuse de le côtoyer. Si votre ami il a une maladie contagieuse, vous n'allez pas le côtoyer pendant cette période au nom de l'amitié. Vous n'allez pas aller vous faire infecter parce que vous êtes son ami. Non, vous allez observer une certaine distance. Il existe aussi une période pendant laquelle un ennemi est dangereux. Bon, l'ennemi a vocation d'être dangereux, Jonathan. Un bandit qui est en train d'être pourchassé par le quartier, vous n'allez pas aller le regarder étant seul. Il peut vous assassiner. Vous allez toujours vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes quand vous venez le voir. N'est-ce pas? Ouais. Donc, il y a une démarche quand vous dites que vous allez aller vers un ennemi ou vers un ami.
il y a un timing, il y a une démarche stratégique qui doit être observée. Donc au niveau de N'Djamena, nous n'avons pas l'impression qu'il y a eu suffisamment une réflexion dans le projet de refonte des armées. Parce que ce problème est venu de la refonte des armées. Et mon frère Charlie, il a bien dit un certain nombre de choses. Dans le livre qu'il a écrit, vous avez des pistes de réflexion qui peuvent être développées ou bien qui peuvent être exploitées par les stratèges tchadiens. Donc, au niveau de N'Djamena, il faut un travail de fond. Il fallait un travail de fond dans la refonte des armées qui prennent en compte un certain nombre de faiblesses structurelles de l'armée tchadienne et adressent des réponses qui n'intègrent pas un certain type de partenaires pour l'instant, notamment la France. Ça, il faut qu'en N'Djamena, on se dise de plus en plus que pour l'instant, Paris est dans une situation d'infréquentabilité parce que Paris est en train de décliner. Et l'Europe déclinante veut s'accrocher à tout et pour tout, à quelque chose qui pourra lui permettre de rebondir sans aller vers le fond de la bassine. Si le Tchad est prêt encore à sacrifier des générations, eh bien le Tchad peut se lancer dans des jeux avec Paris. Mais ces jeux risquent de se retourner contre les autorités tchadiennes. Parce que Paris lorgne une chose. Je vous ai montré l'effet domino que Paris recherche. Paris est dans cette démarche. Et Paris a montré déjà, rien que dans une petite erreur stratégique. Voilà une petite formation qui a déjà été retournée comme étant un plan contre l'AES. Vous avez vu comment ça s'est allé dans tous les sens. Vous avez vu les influenceurs qui se sont mis à contribution. Des gens alimentés par les réseaux pro-Paris et pro-Maroc. Ils étaient déjà aux aguets. Paris saura exploiter chaque faille de toute tentative de retour du Tchad vers Paris. Les autorités tchadiennes doivent se dire une chose. C'est vrai, c'est comme s'ils ont eu une très belle relation avec Paris. Mais pour l'instant, ils doivent parvenir à un crime narcissique. Accepter de souffrir, de s'éloigner de Paris. Tous les francophiles de N'Djamena, il est temps de souffrir dans votre chair. Le divorce avec Paris doit être consommé totalement. D'accord. Merci infiniment. Maître Pietramo, est-ce que on doit véritablement radicaliser cette affaire pour permettre effectivement au président Maréchal de pouvoir davantage, capaciter cette démarche, cette orientation stratégique qu'il a prise dès le départ? C'est une bonne question, Fabrice. Ça, une des réponses à ça, c'est la diversification des partenariats dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il faut que le Tchad règle aussi des problèmes d'ordre économique. Le Tchad est un pays qui traverse une grave crise économique. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux au cours du Tchad. Vous avez des médecins qui ont manifesté. Quand vous discutez avec les Tchadiens, ils vous disent que la vie est devenue extrêmement chère en N'Djamena et le pouvoir d'achat a monté. Donc, on est embarqué un peu dans le même bateau, puisque le Fonds monétaire a réussi à boucler un accord avec tous les pays de la CEMAC. C'était ça l'objectif du Fonds monétaire. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, il y a un plan d'ajustement structurel communautaire dont les spécificités dépendent des pays. C'est ça qu'ils appellent la structuration de la dette. Et pourvu du niveau d'endettement de l'État du Cameroun, ça monte. Vous voyez, sur les 10 dernières années, il y a quand même une montée en flèche de l'endettement et la gestion de la dette du pays n'a pas été très efficiente. Parce que quand vous voyez, on est à 15 000 milliards taux d'endettement aujourd'hui, pratiquement 14 000 et quelque chose de milliards. 60% de la dette, c'est la dette, on va dire bilatérale, la dette extérieure, elle est en devise. Donc, si vous n'avez pas une véritable diversification de savoir quoi vendre sur le marché pour rentrer des devises, comment vous faites? Le Tchad a ce problème-là. C'est un pays céralier, du fait de son relief et du fait de son climat, en grande partie céralier. Je vous ai expliqué que c'est le premier cheptel d'Afrique. Le Tchad n'a pas de littoral. Le Tchad n'a pas de système hydro. Voilà pourquoi le programme d'électrification des zones rurales au Cameroun, le Cameroun a intégré le Tchad au niveau de Bongor. On a levé 250 milliards pour pouvoir électrifier 250 localités, dont 70 localités tchadiennes. Vous voyez que le Tchad est très lié au Cameroun sur un certain nombre de secteurs, dont la diversification. Aider le Tchad à former des cadres, expliquer à l'État du Tchad qu'il faut aller vers une forme de nationalisation de l'économie, c'est-à-dire que susciter et mettre en évidence les champions nationaux, faire en sorte que des filières soient tenues par des champions nationaux au Tchad et vraiment privilégier la compétence, d'avoir une sorte de soubassement d'hommes d'affaires patriotes
d'hommes d'affaires sérieux qui peuvent aider et accompagner le gouvernement dans la mise sur pied des politiques économiques. Et par là aussi, sur le plan sécuritaire, diversifier les partenariats. Parce que quand vous avez les blindés, 70% de vos blindés sont des blindés fabriqués en France, dont les pièces détachées doivent venir de France. Mais vous faites partie des bases militaires. Vous n'avez pas beaucoup avancé parce qu'il suffit d'une petite disposition du ministre de la Défense, d'une petite décision du président français pour qu'on vous bloque les pièces détachées. Or, que vaut une voiture sans pièces détachées? Une voiture vaut autant de pièces détachées. Quand vous achetez une voiture, on vous dit soit 3 ans de garantie Tourix, soit 100 000 km. Mais après 100 000 km, on intègre déjà le fait que vous avez besoin de la pièce détachée. Donc, c'est sur tout ça que le Tchad doit travailler. Ce n'est pas évident, mais en même temps, il faut déjà que l'orientation soit fixée. Qu'on sache que le Tchad est dans une véritable diversification. Le Tchad peut aussi beaucoup s'appuyer sur l'AES. Parce que vous voyez le Niger, l'économie nigérienne essaie de repartir. Le Niger a le pétrole et le gaz. Vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, dont le Tchad peut aussi énormément gagner, parce que quand vous prenez en termes de superficie le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad, ça va chercher dans 4 millions de kilomètres carrés. 4 millions de kilomètres carrés, c'est un vaste espace. C'est un vaste espace. Donc, ils peuvent commencer à constituer un sous-marché, une forme de coopération économique. Le Tchad, sans être pays peut-être de l'AES, peut être partenaire privilégié. C'est-à-dire qu'il peut avoir au sein des statuts de l'AES, on peut donner un statut privilégié au Tchad, de façon à discuter des questions même sécuritaires avec le Tchad. Le Tchad peut énormément. Et avec les BRICS, donc ça fait une sorte d'espace, où on voit la vie pareil. Mais au sein de l'AES, nous l'avons toujours dit, nous avons un petit problème avec la gestion de notre transition au Mali. Quand on le dit, il est très malien, il n'est pas très content, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est très malien. Il n'a pas à être content, on n'est pas là pour être content. C'est la gestion de notre transition au Mali, c'est le hic aussi un peu de la gestion de notre AES. Donc, c'est très important. Il y a un pays important aussi dans les parages qu'on appelle l'Algérie. Eh bien, la gestion des relations entre le Tchad et l'Algérie va devenir... Il faut y mener ça avec beaucoup de réflexion et beaucoup de doigté, parce que l'Algérie s'entend très bien avec le Niger. L'Algérie a ses contentieux que nous connaissons avec le Mali. L'Algérie, le Burkina Faso, c'est je t'aime moi non plus. Et avec le Tchad alors. Donc, il faut essayer de voir. Mais, nous disons, le Tchad doit déjà avoir une relation privilégiée avec un pays comme les pays de l'Alliance du Sahel, et même une relation privilégiée avec le Nigeria. Le Cameroun a énormément. Le premier partenaire économique du Cameroun, c'est le Nigeria. On compte près de 6 millions de Nigériens au Cameroun. Nous n'avons jamais crié à être envahis par les Nigériens. Ils y réussissent formidablement au Cameroun dans tous les domaines. Et cette annulation de visa, cette absence de visa entre les deux pays et ces doubles corridors qui peuvent partir de Calabar par mer ou bien à partir de Bamenda, de partir sur le viaduc de Kumba, aller partir par Bamenda pour le Nigeria, permet aux Camerounais, aux commerçants camerounais, aux opérateurs économiques camerounais de se projeter au Nigeria. Quoi qu'on dise du Nigeria, c'est quand même la grosse pointure. C'est 75% du produit intérieur brut de ce qu'on appelait à l'époque la grande CEDEAO. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Nigeria, il n'y a pas de CEDEAO. Donc, tout ça, le Tchad doit y réfléchir, mais le président doit avoir dans son cabinet, comme le disait Jonathan, des hommes qui y réfléchissent, des hommes intelligents. Parce que le président, c'est un spécialiste des questions sécuritaires, c'est un militaire. Donc, il peut savoir comment mener des opérations militaires pour la sécurisation du pays, mais il a besoin, à côté de lui, d'une administration extrêmement compétente, d'un ministre de l'économie patriote, d'un ministre du commerce patriote, deux ministres de l'industrie patriote qui voient comment et ce qu'ils peuvent gagner d'abord dans ce que je peux appeler une diversification locale. C'est bien de diversifier avec la Russie, mais si tu réussis déjà ta diversification locale, c'est-à-dire tu réussis avec les pays de l'AES, le Nigeria, le Cameroun, le Centrafrique. Dernière des choses, pourquoi le Tchad, en consultation avec le Cameroun, Bangui ne propose pas un plan de paix pour le Soudan? Pourquoi les gens croient que les pays ont dormi d'ailleurs? On a toujours l'impression, vous avez les problèmes, et c'est en ça aussi que j'accuse la diplomatie camerounaise. Quel est ce grand pays qui est au cœur de la stabilité de la CEMAC, mais ne veut pas activer sa diplomatie pour régler les problèmes?
Est-ce que ce serait mauvais que la diplomatie camerounaise, en concertation avec celle du Tchad, du Centrafrique, du Congo et tout, propose un plan de paix au point de l'Union africaine, appelle les belligérants? Est-ce que ce serait mauvais que les deux belligérants qui se battent au Soudan là, arrivent à Yaoundé, rencontrent leurs frères de l'AES du Cameroun et voient comment régler le problème? Nous savons aujourd'hui, nous accueillons beaucoup de Soudanais, mais cette guerre-là, même, elle n'est pas bonne pour un pays comme le Cameroun. Il y a des choses à faire au Soudan. Le Soudan était un grand pays pétrolier. Le Soudan avait un certain nombre d'avantages. Le Soudan avait un certain nombre même de connaissances sur le plan scientifique. On pouvait travailler avec les Soudanais. Donc ce n'est pas glorieux pour nous au sein de la CEMAC de regarder ce pays se déchirer et de dire, oh vraiment, cette guerre-là entre... Mais les deux belligérants peuvent être convoqués, peuvent avoir des pourparlers pour imaginer aujourd'hui qu'il y a un cessez-le-feu, qu'il y a un accord de paix qui est signé, que les belligérants fassent taire les armes, mais non seulement ça vous donne une sorte de prestige au point de vue de vos populations, même à l'échelle mondiale, mais en plus vous avez tout à gagner parce qu'il faudra reconstruire le Soudan. Nous en avons, j'ai dit, de l'ingénierie à tous les niveaux. Nous avons un savoir-faire. Nous avons une industrie divers dont les enfants du Centrafrique, du Tchad peuvent accompagner la reconstruction d'un pays frère comme le Soudan. C'est en ça que souvent, j'ai un hic avec cette tièdeur de la diplomatie camerounaise qui donne l'impression, oui, je ne me mêle pas des problèmes des autres, c'est bien. Ne vous mêlez pas des problèmes des autres, la non-ingérence, mais en même temps aussi, la responsabilité d'un pays comme le Cameroun et aussi de proposer des plans de paix. Parce que les accords de Kano qui vont amener à faire démissionner le général Maloum et à mener un semblant de paix, un premier processus de paix au Tchad avait été en quelque sorte porté par le leadership du président Aïdjo et du président Shehu Shagari à l'époque qui était présent au Nigeria. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est avoir des hommes autour du président qui sont venus élever le Tchad et plus la vieille corruption basée sur l'appartenance ethnique tribale, de dire que nous sommes de la région du président, nous sommes Zagawa comme le président, ces postes de prestige-là doivent nous profiter et on voit une forme de jeunesse au Tchad aussi, de petits délinquants dans les beaux quartiers parisiens, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit à Paris dont les parents sont des hauts cadres de l'administration du Tchad. Donc il faut faire arrêter ça, et travailler pour ce pays qui a énormément d'atouts. C'est 1,2 million de kilomètres carrés le Tchad. Donc le Cameroun a beaucoup à gagner avec un Tchad stable, un Tchad prospère, un Tchad qui se développe sur le plan du Sahel. Merci à vous, Bertrand. On va refermer avec vous, Charlie, et très rapidement autour de ce sujet. Alors que faire, cher ami, pour qu'une telle campagne de désinformation telle que l'on a vécu ces derniers jours ne prospère plus de la part de ceux qui veulent entretenir un véritable flou autour de la démarche du maréchal Idriss Déby? Bien, déjà, je pense que la réponse ici doit se situer à deux niveaux. Premièrement, au niveau militaire, mais également au niveau communicationnel. Il faut dire ici que la vraie indépendance aujourd'hui, dans le contexte actuel, la vraie indépendance consiste à dire non, sans toutefois mettre en mal votre armée. C'est-à-dire que vous devez être capable aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, au niveau du Conseil des Nations, vous devez être capable de dire à quelqu'un non merci, sans que votre armée ne s'écroule le lendemain. Or, malheureusement, vous vous rendez compte que le principe d'interdépendance entre les États fait en sorte que aujourd'hui, beaucoup trop d'États sont dépendants vis-à-vis des autres. Et cette dépendance, elle est encore beaucoup plus dure, beaucoup plus réelle au niveau des États africains. Je vous prends un cas très simple. Aujourd'hui, selon les experts américains, pour justement renouveler le stock de missiles Patriot et de missiles THAAD qui ont été utilisés, parce qu'on dit aujourd'hui que pratiquement 20% des missiles THAAD et Patriot américains ont été utilisés dans le cadre de la guerre en Iran. On dit aujourd'hui que pour les renouveler, la date, ou du moins l'échéance, va dépendre du bon vouloir de la Chine. Parce que la matière première pour justement fabriquer ces missiles-là, 90% justement de la production de minerais stratégiques, elle est détenue par la Chine.
justement de par ce principe d'interdépendance des États. Et donc aujourd'hui, je pense que le Tchad gagnerait au-delà d'avoir ramené ces officiers français, ces techniciens français pour justement apporter une certaine expertise à leur armée. Il faut diversifier, comme le grand frère Bertrand disait tout à l'heure, mais pas simplement diversifier, il faut diversifier en formant de manière locale. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez que ces gens viennent chez vous, vous devez être capable d'intégrer d'autres éléments qui ne relèvent pas forcément de la défense ou de l'armée, mais qui participent au bon fonctionnement de votre armée. Je le révélais encore tout à l'heure dans mon livre, pour ceux qui ont pris la peine de le lire, pour dire que la défense aujourd'hui doit évoluer vers ce que j'appelle la défense populaire, qui est un tout. Ça veut dire que vous ne pouvez pas défendre votre pays sans intégrer le système éducatif. Or, rendez-vous compte que quand vous parlez de formation, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure au niveau de l'armée de l'air, où l'armée tchadienne avec des problèmes dans le cadre de l'évacuation justement rapide des troupes qui sont blessées en opération. Or, le Cameroun a une expertise dessus, avec le Bafoussou, avec bien d'autres unités. Alors, il est possible aujourd'hui, par exemple, pour le Tchad, indépendamment, d'intégrer justement ce genre de formation dans son système éducatif. Mais pourquoi pas, si ce n'est pas possible sur le champ, pourquoi ne pas justement solliciter l'expertise du voisin camerounais? Voilà comment il faut penser aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette diversification de partenariats, elle doit commencer au niveau interne pour s'élargir au niveau régional avant de s'exporter au niveau continental, pour ne pas dire au niveau international. Il faut d'abord privilégier ce que vous avez à côté avant de vouloir vous externaliser. Pourquoi? Parce que je pars du principe où ceux qui sont à côté de vous partagent pratiquement les mêmes réalités que vous. C'est-à-dire que dans une démarche commune, vous avez intérêt à faire ensemble pour juguler le problème, contrairement à l'expertise que vous aurez sollicitée de loin, qui vraisemblablement ne dépend pas, ou du moins ne répond pas forcément aux mêmes réalités que vous sur le terrain. Donc, il faut intégrer cela dans une logique justement d'autonomie stratégique, c'est-à-dire que de cette capacité à pouvoir vivre de soi-même sans que véritablement vous ne dépendez de l'extérieur. Et pour atteindre cette autonomie stratégique, c'est là où les États africains doivent travailler aujourd'hui. Parce que malheureusement, en Afrique, on signe des partenariats d'accords de défense, des partenariats de coopération militaire, sans parfois regarder cette dimension d'autonomie stratégique. Or, elle tient compte de l'analyse que Jonathan faisait tout à l'heure, c'est-à-dire d'une projection dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour demain, on ne travaille pas pour après-demain, on travaille pour 100 ans, on travaille pour 50 ans. Et quand vous mettez en dynamique, ou bien quand vous mettez justement cette démarche dans votre processus justement décisionnel, vous vous rendez compte que lorsque vous allez par exemple signer un accord de partenariat, vous vous assurez que cet accord de partenariat, au-delà justement de répondre aux besoins présents, mais qu'elle s'inscrit justement dans une démarche qui va vous permettre à terme de ne plus retourner vers ce même partenaire pour solliciter le même service, parce que vous aurez atteint cette autonomie stratégique. C'est là où les États africains doivent aujourd'hui travailler. Donc c'est le premier levier qui est militaire. Le deuxième levier, je le disais tout à l'heure, il est communicationnel. Et dans ce levier communicationnel, il faut bien comprendre aujourd'hui quelle est la réalité. La réalité, c'est que la plupart des Africains aujourd'hui sont dans la dépendance. Dans la dépendance, pourquoi? Parce que nous sommes informés par les médias mainstream. Et ça, c'est une réalité brutale, mais c'est une réalité qui vaut la peine d'être dénoncée. À partir de cet instant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous devez justement identifier dans le landerneau médiatique africain le média qui détient déjà l'expérience, qui détient déjà le passif et qui détient l'expertise justement pour pouvoir porter votre discours. Et à l'heure actuelle, quels sont les médias qui sont capables de le faire? Ce sont les médias panafricanistes. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont le passif, non seulement ils ont l'expertise, mais également ils ont, je vais dire quoi, la confiance et l'audimat qu'il faut. Et donc, vu sous cet angle-là, ce que le Tchad aujourd'hui doit faire, et là, ce n'est pas pour insulter d'autres médias, parce que prenez tous les médias nationaux des États africains. Donnez-moi un seul média d'un pays à l'échelle continentale qui a un audimat qui dépasse celui des médias panafricanistes. Il n'y en a pas. Et donc, à partir de cet instant, donc, les États africains doivent intégrer cette réalité-là en finançant les médias panafricanistes et maintenant en créant les ponts entre les médias panafricanistes et les médias nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les médias panafricanistes, à l'instant par exemple de Panafrica Media, a une expertise, a un audimat et bien sûr a un vécu. Pourquoi ne pas renforcer les capacités de Panafrica Media justement pour atteindre beaucoup plus la cible qu'elle atteint aujourd'hui, de nature à porter le discours qui va justement
je veux dire quoi, qui va proposer une alternative au discours porté par les médias mainstream. Et à partir de cet instant maintenant, mettre sur pied des mécanismes, des textes normatifs qui vont créer des ponts entre les médias nationaux et ces médias panafricanistes pour relayer ce discours-là au niveau justement des ménages africains, c'est-à-dire qu'au niveau par exemple de la jeunesse tchadienne. Et à partir de cet instant-là, vous comprendrez que vous ne serez plus victime du discours des autres. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Nous subissons le discours des autres. Pourtant, nous avons à la base des médias sur le continent qui ont fait leurs preuves et qui ont démontré qu'avec des moyens modestes, vous pouvez réaliser des grandes choses. Alors, il suffit simplement de les renforcer. Il suffit simplement de leur donner les moyens de mieux travailler et bien sûr de créer des ponts entre ces médias-là et vos médias nationaux de nature à relayer cette information au niveau des chaumières. À partir de là, il faut comprendre également que le Tchad aussi, dans cette démarche-là, doit savoir que l'ennemi extérieur ne peut entrer chez vous qu'à partir du moment où il a trouvé un terrain fertile à cela. Et parmi justement les éléments qui fertilisent ce terrain-là, il y a ce que nous appelons l'endocolona. Et quand vous regardez la démarche aujourd'hui, du moins l'actualité qui se vit à l'intérieur du Tchad, vous comprenez que cette endocolona est encore prégnante au sein du pouvoir tchadien et même au sein de la société civile tchadienne. Ce n'est pas seulement le Tchad, parce que même au Cameroun, c'est pratiquement la même réalité. Donc, il faut travailler sur ces éléments-là de nature à pouvoir, au-delà, à défaut de les cantonner, de les neutraliser totalement pour justement permettre à ce que le discours qui va émerger de l'intérieur de votre pays, c'est un discours qui cadre justement avec l'idéologie ou bien avec le discours, avec les objectifs que vous entendez réaliser pour votre pays. Il faut donc travailler dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous avons malheureusement en Afrique aujourd'hui une société civile qui ne répond pas des intérêts nationaux parce que majoritairement financée par des fonds étrangers. À partir de cet instant, nous n'avons pas de contrôle justement sur le discours qui est tenu à l'intérieur de nos pays. C'est une faille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combattre contre un discours qui vous est imposé de l'extérieur. En même instant, vous avez à l'intérieur de votre pays un discours du moins des personnes qui sont des relais de ce discours qui vous est imposé de l'extérieur et qui vise justement à déstabiliser votre pays. Non. Donc, nous devons travailler sur ces éléments internes qui font en sorte que les États africains doivent tenir compte du fait qu'une guerre ne se mène pas seulement à l'extérieur, parce que je disais souvent, et ça, ce sont les stratèges, Sun Tzu d'ailleurs le rappelle dans son livre L'art de la guerre, la plus grande menace qui pèse sur un pays en guerre, c'est justement celle de l'intérieur. À partir de cet instant, quand on parle de l'intérieur, il y a deux éléments qui contrôlent le discours à l'intérieur d'un État. Vous avez les médias nationaux et vous avez la société civile. Or, malheureusement, les deux entités, que ce soit les médias nationaux ou la société civile, sont contrôlées par des fonds étrangers. Et donc, indépendamment justement de travailler à renforcer justement la démarche, le discours et même les médias panafricanistes qui vont porter un discours international, un discours continental, il faut créer des ponts pour permettre à ce que ces discours soient relayés au niveau local, mais tout en neutralisant au niveau local justement les personnes qui encensent ou du moins qui relaient le discours international, qui ne cadrent pas avec les intérêts du pays. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix-là que le Tchad peut-être pourra s'en sortir, au même titre que la plupart des États africains, parce que nous partageons pratiquement les mêmes réalités.